Il est arrivé sans faire de bruit, le visage souriant et l'appareil photo bien en vue. Il disait être là pour raconter les récits de l'Afrique, pour mettre en lumière son quotidien et ses luttes. Pourtant, ce qu'il filmait n'avait rien à voir avec des histoires humaines. Il répertoriait des zones sensibles. Il ne cherchait pas à comprendre, il collectait. L'histoire démarra sans éclat. Un homme à la peau claire, élégant, portant des chaussures impeccables et s'exprimant avec un français impeccable descendit de l'avion à l'aéroport international de Ouagadougou. Il était muni d'un visa touristique et arborait un badge de presse accroché à sa chemise bien repassée. Aux autorités frontalières, il déclara être un reporter freelance, venu analyser les enjeux de sécurité du Burkina Faso et relayer les témoignages de la population au reste du monde. Il s'exprimait avec fluidité, affirmant même son admiration pour le président Ibrahim Traoré. « C'est rare, un jeune dirigeant africain qui tient tête aux puissances occidentales, déclara-t-il. On le crut naturellement. Pourquoi se méfier ? Il se comportait avec respect, offrait de l'eau aux chauffeurs, donnait des fournitures scolaires aux enfants, achetait du thé dans les échoppes locales et prenait des clichés de paysages et d'animaux. Mais derrière l'objectif, il daignait filmer autre chose que le quotidien. Avec le temps, cet homme élargit ses déplacements. Il se rendait dans des lieux ignorés par les journalistes ordinaires, il logeait à quelques rues des installations militaires, flânait le long des voies ferrées et discutait avec les gardes sur les circuits logistiques et les itinéraires d'acheminement des ressources. Quand un soldat lança à la blague « Roy pose plus de questions que notre chef de bataillon », il répondit simplement « C'est en posant les bonnes questions qu'on apprend ». La nuit, il dormait dans une petite maison excentrée. Jamais vu dans un bar, jamais aperçu en train de boire. Mais un comportement étrange éveilla les soupçons. Chaque soir, il passait des appels vers l'étranger sans jamais insérer de carte SIM locale dans son téléphone. Aucun article publié, aucun partage sur les réseaux sociaux. Il affirmait que tout sortirait dans un dossier européen confidentiel. Pourtant, aucune publication n'émergea. Rien. Silence complet. Au début, les résidents locaux le pensaient excentrique. Jusqu'à cette nuit où il fut repéré près d'une antenne radio formellement interdite d'accès. À partir de là, les services de renseignement burkinabés décidèrent de l'observer étroitement. Ils surveillèrent ses déplacements, dupliquèrent sa carte SIM à distance, enregistrèrent ses courriels, ses textos et ses enregistrements vocaux. Ce qu'ils découvrirent ne relevait pas du journalisme. C'était de l'espionnage pur. Lorsque le président Ibrahim Traoré prit connaissance des preuves rassemblées, il ne fit pas appel à une intervention armée. Il préféra une tactique plus subtile, le convoquer à une conférence devant les caméras et le mettre face à la vérité. Une conférence de presse fut organisée à Ouagadougou par la présidence. Contrairement aux usages, il n'y avait ni reporters étrangers, ni questions filtrées, ni grandes annonces préparées. Seuls quelques journalistes locaux furent conviés, soigneusement sélectionnés. Et au dernier moment, un nom s'ajouta discrètement. Julien Morel, journaliste indépendant venu de France, il se présenta seul, vêtu d'un pantalon beige, d'une chemise blanche et arborant le même badge presse qu'il avait montré à son arrivée. Aucun caméraman, aucun collègue. Juste un sac en toile, un petit carnet et ce même sourire un peu moqueur. En pénétrant dans l'enceinte, il salua les gardes comme s'il était chez lui. « Je viens pour la conférence du président », dit-il avec aplomb. Un soldat acquiesça d'un simple hochement de tête et lui indiqua la direction. Mais dans ses yeux, il y avait une concentration inhabituelle. À l'intérieur, le silence était presque total. Les caméras étaient déjà en fonctionnement. Un micro trônait au milieu de la pièce. 6 chaises seulement, disposées en demi-cercle pour les journalistes. Julien s'assit nonchalamment, ouvrit son carnet, balaya la pièce du regard. Personne ne lui adressa la parole. Aucun sourire. L'air était froid, mais il ne semblait pas s'en soucier. Était-ce du trac ou de l'assurance excessive ? Nul ne le savait. Puis la porte s'ouvrit. Le président Ibrahim Traoré entra, calme, droit, vêtu non pas d'un costume officiel, mais de son uniforme de combat. Il n'avait pas l'air pressé, ni fatigué, juste parfaitement serein. Julien se leva, lui tendit la main. « Monsieur le Président, c'est un honneur. » Traoré lui serra la main avec fermeté et répondit « Tu as posé beaucoup de questions sur notre pays, Morel. Aujourd'hui, c'est à mon tour de t'en poser. » Julien esquissa un sourire maladroit. C'est le principe même. D'un entretien, non ? Mais ce qui se déroulait n'avait rien d'un échange classique. Ce jour-là, Ibrahim Traoré ne s'adressait pas à un simple journaliste. Il faisait face à un espion. La lumière rouge des caméras clignotait lentement. Les autres journalistes restaient impassibles, stylos posés sur leur carnet. Traoré demeurait debout, sans papier, ni fiche, ni discours. Julien, en face, remua légèrement sur sa chaise. « Vous êtes ici depuis 23 jours, exact ?» demanda Traoré. « Oui, monsieur le président. »
répondit Julien, la voix légèrement tendue. « J'ai recueilli des récits, filmé des scènes de vie, cherché à saisir ce que vivent vos citoyens. » « Et saisir quoi précisément ?» lança Traoré. Julien chercha ses mots. Les enjeux sécuritaires, le fonctionnement des infrastructures, les relations régionales. Traoré tourna la tête. Un soldat s'approcha et lui remit un dossier scellé. « Vous avez été aperçu à proximité de 9 zones militaires. Vous avez enregistré des images de 3 sites classés confidentiels, en prétextant réaliser des interviews avec les soldats en faction. » Julien se crispa. « Je suis journaliste. C'est notre travail d'aller là où se trouvent les faits. » Le président fit un pas en avant. Est-il aussi courant pour un journaliste de transmettre des messages cryptés à 2 heures du matin à des serveurs hébergés à Abidjan ? Julien se figea. L'un des journalistes présents détourna le regard, abasourdi. Le militaire ouvrit le dossier et en sortit une série de documents. Une photo de Julien de nuit, devant son ordinateur, une messagerie chiffrée à l'écran, une autre de lui, devant une tour de communication militaire, téléphone en main, et plusieurs captures de messages échangés avec un agent connu des services burkinabés, un opérateur militaire français sous couverture. Le teint de Julien vira au blanc. « Je peux expliquer. »« Allez-y, on vous écoute, » répliqua le président, mais aucun mot ne sortit. Ce n'était plus une interview, c'était une confrontation. Le président Traoré fixa alors les caméras et s'adressa à la salle entière. « Cet homme affirme être ici pour comprendre notre nation. En réalité, il repérait nos vulnérabilités, cartographiait nos structures et transmettait nos secrets à l'extérieur. Il n'est pas venu pour partager notre histoire, mais pour la manipuler. » Puis il conclut, « C'est à vous de juger, est-ce du journalisme ou bien un acte de trahison ?» La pièce devint silencieuse comme jamais. Julien Morel tremblait en s'emparant de son sac. Les caméras filmèrent toujours, mais l'ambiance avait changé. Ce qui avait débuté comme une conférence de presse banale s'était transformé en procès muet. Et Julien en était l'accusé. Le président lui posa calmement une question finale. « Monsieur Morel, niez-vous ces images, ces correspondances, ces enregistrements ?» Julien ouvrit la bouche, mais rien ne sortit. Il transpirait. Ce n'était pas la chaleur, mais la conscience que tout était perdu. Le plan avait échoué. Un second soldat entra, tenant un ordinateur noir. Celui de Julien, saisi à son insu la veille. L'écran s'alluma sous les yeux de tous. « Permettez que nous vous montrions quelque chose », déclara Traoré. Un projecteur se mit en marche, projetant une carte détaillée du Burkina Faso. Sur l'écran apparaissaient des points marquant les routes pétrolières, les mines et 2 entrepôts militaires non signalés officiellement. Tout provenait d'un fichier nommé « Études stratégiques confidentielles ». Un murmure parcourut la salle, Julien secoua la tête avec lenteur. « Ce ne sont que des notes, je ne les ai pas partagées. » Traoré leva une impression papier, un courriel explicite. Déplacement anticipé de cible. Faille de sécurité détectée à proximité du palais. Surveillance recommandée pour exploitation future. Julien murmura, presque inaudible, « Ce n'est pas exact. Ce message a été envoyé depuis votre adresse chiffrée à 2h17 du matin depuis une maison située en zone 3, précisa Traoré. Nous ne truquons pas les preuves, nous les collectons. » Les journalistes burkinabés observèrent la scène avec gravité. Certains priaient. D'autres regardaient cet homme étranger qui, quelques jours plus tôt, marchait avec assurance et qui maintenant tremblait, démasqué. Il avait sous-estimé l'intelligence d'un peuple. Il avait surtout sous-estimé le sang-froid de celui qui lui faisait face. Ibrahim Traoré se repositionna devant le micro. Il ne s'énerva pas, il ne cria pas. Il regarda droit dans l'objectif et dit « Voilà ce que l'on nous envoie, pas des partenaires, pas des alliés, mais des agents déguisés en journalistes. Il croit que nous allons rester silencieux. Ce temps est terminé. » Il tourna une dernière fois la tête vers Morel. « Tu es venu chercher des récits. Maintenant, c'est toi, le récit. » Un simple signe de la main suffit. 2 soldats s'approchèrent. Julien Morel ne protesta pas. Il baissa simplement la tête et quitta la salle par la même porte qu'à son arrivée. Mais cette fois, il ne tenait plus la caméra. Il était devenu l'image. Le jour déclinait. La salle de presse était vide. Mais ce qui s'était passé entre Ibrahim Traoré et Julien Morel ne resterait pas entre ces murs. L'événement allait devenir viral. À peine 1 heure plus tard, la vidéo apparaissait en ligne. On y voyait Traoré déclarer calmement « Est-ce là du journalisme ou de la trahison ?» Les images montraient ensuite les documents, les plans, les échanges codés, puis le départ du Français escorté par 2 soldats. Internet explosa. Au Burkina Faso, dans les cafés, les salons, les quartiers, les gens se regroupaient autour des écrans. « Il l'a coincé en direct à la télé !» lança un jeune homme. Une vieille femme, près de Kaya, dit « Cela faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un chef d'État se tenir ainsi. » La vidéo devint virale dans toute l'Afrique de l'Ouest. Sur WhatsApp, TikTok, Facebook, les commentaires affluaient. « Ils sont venus nous espionner. Ce sont eux qu'on a découverts. » À Ségou, des fresques furent peintes à l'image de Traoré, accompagnées du slogan « L'Afrique ouvre les yeux ». Un tweet viral. Au Ghana déclara
Il n'a pas crié, il a élevé notre fierté. En France, la réponse fut froide. Un communiqué du ministère des Affaires étrangères disait « Nous suivons la situation et espérons un traitement équitable ». Aucune allusion aux preuves, rien sur les serveurs, aucun mot sur Abidjan, il ne pouvait donc pas répondre au IA. Burkina, Julien Morel fut officiellement incarcéré. Non pour journalisme, mais pour espionnage. Il fut transféré dans un établissement militaire sécurisé hors de la capitale, mais l'affaire allait plus loin. Chaque micro déguisé, chaque photo manipulée, chaque regard camouflé trouvait ici sa réponse. Le président Traoré ne fit pas d'autres déclarations. Il n'en avait pas besoin. Tout avait été dit ce jour-là à travers toute l'Afrique. Le message était clair. Ce n'était pas juste un espion, c'était un réveil. Le 4e jour, Ibrahim Traoré sortit du palais. Il ne monta pas sur une scène. Il se rendit dans une cour d'école. Les enfants étaient assis par terre. Derrière eux se tenaient ouvriers, cultivateurs, soldats, enseignants. Il parla sans notes, debout sous le soleil. Depuis longtemps, il nous observe. Non pour nous aider, mais pour contrôler nos gestes, nos idées, nos rêves. Ils ont envoyé un homme avec une caméra. Mais ce n'était pas une caméra, c'était une arme. Il poursuivit. Cet homme disait être journaliste. Pourtant, sa carte mémoire contenait plus de plans que de témoignages, plus de repérages que de paroles. Il n'est pas venu pour rapporter notre histoire. Il est venu pour nous la voler. Le silence fut total. Certains pleuraient, d'autres acquiesçaient. Enfin, il déclara une phrase qui allait traverser le continent. La prochaine fois qu'un homme se présentera avec un sourire doux et des câbles cachés dans son sac, ne prenez pas notre silence pour de l'aveuglement. Nous vous voyons désormais. Cette phrase fit le tour des murs, des réseaux, des esprits. À Ouagadougou, on peignit « Nous vous voyons ». À Lagos, Dakar, Abidjan, les jeunes répétaient « On vous voit ». Il n'y eut ni violence, ni représailles, pas d'émeute. Seulement un message calme et ferme. Tu nous as appris à manipuler une caméra. Désormais, nous savons nous en servir. Et c'est ainsi que tout se termina, sans coup de feu, sans tumulte. Juste un homme pris à son propre jeu et un continent qui cette fois ouvrit les yeux. Car cette fois, l'Afrique ne s'est pas tue.